Ça y est, après 7 ans d'absence au cinéma et beaucoup trop de séries Disney+, Star Wars va réinvestir le grand écran avec The Mandalorian and Grogu. Et franchement, ce qui semblait être un pari plutôt safe, inquiète de plus en plus Disney et l'industrie en général. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est peut-être mal barré cette histoire. L'heure est venue. Même si on peut encore et toujours pester contre l'absence d'originalité à Hollywood, il faut admettre que l'été de blockbuster de 2026 s'avère plutôt rassurant en matière de potentiel au box-office. Toy Story 5, Spider-Man 4, Les Mignons 36, L'Odyssée, Supergirl, Scary Movie 6 et cette perruque de l'enfer qui me donne des cauchemars la nuit. Ces gros films, l'industrie en a besoin. Surtout en ce moment, et surtout sur la période estivale, où ces tentpoles, comme on dit, littéralement ces piquets de tente, aident à supporter les salles. Et dans le cas européen notamment, on peut constater que l'attirance d'un public plus occasionnel vers ces films peut rendre l'expérience de la salle de cinéma plus régulière, et l'amener, parfois, sur des propositions plus autoristes après. Bien sûr, du côté de chez Disney, il y a Star Wars, l'un des joyaux de sa couronne, si on considère que la couronne a été jetée par terre, piétinée et trempée dans de l'acide. Mais avant d'entrer dans le détail, un petit mot sur notre partenaire du jour. Salut à tous, je coupe cette vidéo quelques instants pour vous parler du roman Une histoire qui finit mal, un thriller écrit par Evelyn Clark, qui est en vérité le nom de plume de deux autrices, Vi Schwab, spécialisée en fantasy, et Kat Clark, spécialisée en young adult. Une histoire qui finit mal est donc disponible en France, traduit par Robin Boudère, dans une superbe édition, regardez, notamment avec cette tranche illustrée avec des têtes de mort, des couteaux, ça donne l'ambiance, et donc c'est grâce aux éditions Verso, spécialisées dans la littérature de genre, qui est notre partenaire pour cette vidéo, que ce livre est donc disponible en France. Dans Une histoire qui finit mal, 6 écrivains sont donc invités sur une île écossaise coupée du monde pour participer à un défi unique, terminer le dernier manuscrit inachevé d'un auteur célèbre, Arthur Fletch. Ils ont 72 heures pour remplir leur mission avec une récompense folle à la clé, mais très vite, cette opportunité rêvée se transforme en piège. Entre les écrivains, la tension monte, des rivalités éclatent, des secrets émergent et les morts vont finir par s'enchaîner. Alors avec son ambiance en forme de huis clos, on pense à la fois à Agatha Christie, notamment Ils étaient 10, au Joe Cluedo et à des films comme À couteau tiré, en lisant une histoire qui finit mal. Même s'il compte quand même 500 pages, grâce à des chapitres assez courts, il est difficile de lâcher ce livre très bien rythmé, qui nous absorbe progressivement dans la parano de son whodunit. Mais ce qui rend le roman particulièrement intéressant, j'ai trouvé, c'est sa manière de jouer avec le méta, de parler finalement de création et ambition artistique à travers justement cette fin que doivent écrire les personnages. On se pose beaucoup de questions passionnantes durant la lecture. Est-on tous légitimes, par exemple, à raconter une histoire? Peut-on s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre? Jusqu'où est-on prêt à aller pour réussir? Et finalement, la fin parfaite existe-t-elle vraiment? Au final, ça donne un roman ultra efficace qui mêle une satire du monde de l'édition captivante à un thriller cruel et plein de suspense. Et si je ne vous ai pas convaincu, sachez que Stephen King a dit que c'était peut-être le meilleur mystère de l'année littéraire. Bref, je vous conseille vivement Une histoire qui finit mal, disponible dans toutes les bonnes librairies grâce aux éditions Verso depuis ce 24 avril. Je pourrais passer de très nombreuses minutes à parler du rachat de Lucasfilm à plus de 4 milliards de dollars en 2012, tout ça pour que Disney surexploite immédiatement la marque Star Wars avec une postlogie précipitée et 2 spin-offs qui ont suffi à lui faire perdre de son aura. Star Wars, c'est pas Marvel, et Disney l'a appris à la dure. En lui enlevant toute rareté, le public s'est vite lassé. Et je dis ça au-delà de toute considération qualitative. Solo. Il y a quand même eu peu de dégringolades au box-office aussi spectaculaires que celle de Star Wars en l'espace de seulement 4 ans. On est passé de 2 milliards de dollars de recettes mondiales pour le réveil de la Force à la moitié pour l'ascension de Skywalker. Et ne parlons pas des 390 petits millions de dollars de Solo parce que ça pique autant que le film. So what's your name anyway? Chewbacca? Alright, well, you're gonna need a nickname because I ain't saying that every time. On peut l'interpréter comme on veut, mais finalement les choses ne se sont peut-être pas si mal goupillées. 2019 signait la fin catastrophique de la postlogie, mais aussi l'arrivée de Disney+ aux États-Unis en fin d'année. Et tout ça quelques mois avant qu'un petit virus ne nous oblige à rester chez nous. Nous sommes en guerre. L'occasion rêvée pour prendre le temps de se refaire, de reculer pour mieux sauter, ou alors de limiter Star Wars à une franchise pour le petit écran. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas forcément super pour une galaxie lointaine, très lointaine, dont le simple logo sur l'immensité de l'espace suppose une certaine ampleur. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que The Mandalorian and Grogu insiste autant sur son format d'image IMAX dans sa promotion. Alors bon,
Je vais pas faire le mec qui crache sur les séries Disney+, parce qu'il y en a pas mal que je défends, et je ne dirai jamais assez à quel point Andor est le meilleur truc qui soit arrivé à Star Wars depuis 20 ans. Et même moi, le mec qui n'a pas détesté Obi-Wan Kenobi ou The Acolyte, je commence à atteindre mon stade de saturation. Sachez qu'à écran large, c'est devenu un running gag des collègues de me voir m'enthousiasmer à chaque bande-annonce de série et d'attendre que je revienne la mine déconfite au bureau une fois que j'ai tout regardé. Et j'en ai encore eu un exemple tout récent avec la série Dark Maul qui est encore un putain de verre d'eau tiède. J'en ai marre que Star Wars se comporte comme une ex-toxique qui t'envoie des textos en t'assurant que si, je te jure, j'ai changé. Ah ouais, t'as changé. Alors pourquoi je t'ai vu traîner avec Sean Levy, le réalisateur de Free Guy et de Deadpool 3 pour ton prochain grand film de cinéma? Tu crois qu'on prend un tâcheron pareil quand on aime vraiment quelqu'un? De toute façon, tu me regardes plus comme avant. Don't you turn against me. I don't know you anymore. Et c'est avec ce sentiment de méfiance que débarque The Mandalorian and Grogu. Ce qui pose une question simple. Pourquoi ramener Star Wars au cinéma par la petite lorgnette, à partir de la suite d'une série télé? Sur le papier, ça ne semblait pas être une mauvaise idée. Le problème des séries Disney+, c'est qu'elles coûtent très cher à produire. Et il est difficile d'estimer leur succès. L'argument principal, c'est de savoir si les gens s'abonnent à une plateforme pour y voir quelque chose de précis, si ça fait appel d'offres. Et The Mandalorian, c'était l'argument de vente quasi unique de Disney+ à son lancement. La raison pour laquelle il fallait passer à la caisse dès le premier jour. Et face à la déception qu'a été l'épisode 9, quasiment sorti en même temps, la série de Jon Favreau a été perçue par beaucoup comme la direction dont Star Wars avait besoin, du moins sur le moment. Un objet plus humble, mais ouvertement pulp, qui revenait aux origines de Star Wars en reprenant certaines de ses inspirations majeures, à commencer par le western. Et puis l'ambition de la série a poussé Favreau et Lucasfilm à développer de nouveaux outils de production, dont le fameux Stagecraft dont j'avais longuement parlé en vidéo. Star Wars a toujours été un socle d'innovation, et honnêtement, ça s'était perdu avec la post-logie, qui a au contraire essayé de vendre un retour en arrière fantasmé à base d'animatronique et d'effets pratiques, alors qu'en plus c'est bourré de CGI dans tous les sens, mais c'est un autre sujet. Mais surtout, The Mandalorian est d'assez loin le plus gros succès de Disney+, en termes de création originale, qu'on parle de Star Wars ou de Marvel. Le final de la saison 2 avec Luke Skywalker reste l'un des pics de la plateforme. Donc on peut comprendre ce qui a poussé Lucasfilm à transposer les aventures de Din Djarin au cinéma. Oui, c'est son petit nom à Pedro Pascal. En fait, à la base, The Mandalorian aurait dû avoir une saison 4, afin de consolider la nouvelle expansion de l'univers recherchée par Jon Favreau et son fidèle acolyte Dave Filoni, le créateur de The Clone Wars, qui est désormais le nouveau patron de Lucasfilm. En gros, si vous n'avez pas trop suivi, The Mandalorian se passe dans l'interstice entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, dans ce moment trouble où la Nouvelle République essaie difficilement de s'installer, mais les restes de l'Empire sont encore là, et c'est un peu le chaos. Pendant un temps, le but affiché de Lucasfilm était de réunir tout le monde derrière la grande menace du Général Thrawn, le méchant tout bleu qui a été réintroduit dans Ahsoka. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, bravo, vous avez sans doute une vie sociale. Forcément, The Mandalorian and Grogu ne pouvait pas juste reprendre l'intrigue de sa saison 4. C'est trop difficile et trop risqué de se baser sur les acquis narratifs d'une série que tout le monde n'a pas suivie. Et Disney en sait quelque chose avec Marvel, qui a perdu une bonne partie de son audience, moins captive quand il a fallu faire ses devoirs sur Disney+, avant d'aller au cinéma. Le bid massif de The Marvels, dont 2 des héroïnes principales ont été introduites dans des séries, en est sans doute le meilleur exemple. Pour qu'un film de franchise comme ça cartonne vraiment, ça tient moins aux fans qui seront de toute façon là qu'aux spectateurs plus occasionnels, qui doivent soit se sentir accueillis en tant que néophytes, soit se dire que la fête est immanquable, comme avec Avengers Endgame par exemple. Et ça, Lucasfilm a bien conscience que c'est pas gagné. En avril, s'est tenue à Las Vegas la désormais traditionnelle CinemaCon, qui était avant un événement plutôt réservé aux professionnels de l'industrie et aux exploitants américains pour voir ce qui va sortir. Mais c'est devenu un véhicule majeur pour les studios pour faire de la com auprès des spectateurs. Et du côté de Disney, The Mandalorian and Grogu a particulièrement dû jouer l'opération séduction, d'autant que Jon Favreau a carrément défendu devant le journaliste Matthew Belloni l'importance des médias indépendants pour parler cinéma, et même son propre abonnement au site d'écran large contre quelques euros par mois, alors que ça nous arrive de défoncer ces films, et ça c'est beau joueur. Mais bon, il a aussi parlé de l'enjeu un peu bâtard autour de son Star Wars. You gotta deliver something that the audience enjoys, regardless of the medium. We have to treat it like the first season and the first episode of The Mandalorian, which is don't assume anybody's seen anything, but also make it clear to the people who've been with Star Wars for 50 years that this is something that is for them. Autant dire que ça rassure qu'à moitié, mais de toute façon, l'argument principal de The Mandalorian and Grogu, celui qui a clairement justifié l'existence du film à lui tout seul, c'est lui. Bon, j'ai déjà joué avec des marionnettes sur la vidéo Mario Galaxy, donc je vais pas le refaire là.
Flashback. Parce que c'est important de liker et de partager. End of flashback. Grogu, bébé Yoda, appelez-le comme vous voulez, mais il faut bien reconnaître que sa révélation à la fin du premier épisode de la série a été l'atout charme de The Mandalorian. Et dans le marasme qu'a été Star Wars dans les années 2020, il est devenu, un peu par défaut sans doute, la nouvelle mascotte de la saga, qui peut à la fois amuser les enfants et même attendrir votre maman pendant que vous lui expliquez que non mais en fait maman, Star Wars c'est sérieux en fait. Contrairement à ce que certains veulent bien prétendre, Star Wars s'est toujours reposé sur cette donnée mignonne et rigolote des Ewoks à Jar Jar Binks en passant par les Porgs, mais dans le lot, Grogu est de loin le plus réussi, peut-être parce qu'il y a des enjeux autour de lui. Mais est-ce que c'est suffisant pour attirer les spectateurs en salle ? Pas sûr, alors que la promotion de The Mandalorian and Grogu insiste beaucoup sur sa petite créature verte adorable. Et moi aussi, je craque. Mais à force, j'ai un peu l'impression qu'on essaie de me vendre les Minions 3 plus que le nouveau Star Wars. D'autant qu'en parallèle, les bandes annonces ne mettent pas vraiment en avant les enjeux de l'intrigue, qui sont encore assez flous. On parle de listes de méchants à traquer, mais j'ose espérer qu'on aura plus qu'un épisode de la série étalé sur 2 heures. Moi, à chaque trailer, faut me voir, à me dire, cette fois c'est la bonne. Sauf que jusque-là, j'ai été globalement peu emballé par ce que j'ai vu. Notamment en ce qui concerne la qualité visuelle du film, qui est quand même assez loin de ce qu'on attend de Star Wars au cinéma. La photographie manque de contraste et de subtilité, et l'étalonnage est franchement terne, comme les séries Disney+. Encore tout récemment, Jon Favreau a présenté un extrait du film chez Jimmy Kimmel, et on voit bien le problème. La scène a été choisie parce que Grogu fait des bêtises, c'est trop mignon, on adore ça, mais ça je suis désolé, mais c'est pas possible, c'est juste hideux en fait. S'il vous plaît, Star Wars, moi j'ai juste envie d'aimer le film, vous aidez pas là. En tout cas, ça montre bien le niveau de priorité de l'équipe marketing. Alors, à sa décharge, The Mandalorian and Grogu serait le Star Wars le moins cher depuis le rachat de Disney. Bon, ça veut quand même dire 150 millions de dollars, c'est pas rien, mais pour vous donner un ordre d'idée, on connaît maintenant les véritables budgets des autres films depuis le réveil de la Force. Et selon Forbes, on parle pour Star Wars 7 de 638 millions de dollars, c'est juste le film le plus cher de l'histoire, de 414 millions pour Star Wars 8 et de 593 millions pour Star Wars 9. Même Solo a coûté la bagatelle de 365 millions de dollars. Donc c'est sûr que le risque de flop est moins grand. Et ça explique en partie pourquoi on ressent pas une différence technique énorme avec la série. Comme beaucoup de gens l'ont relevé sur internet, je suis le premier à détester l'ascension de Skywalker, mais visuellement, c'est un film qui a de la gueule, et le comparer à ce qu'on a vu pour l'instant de The Mandalorian and Grogu fait un peu mal. Mais si on parle de marketing foireux, il faut qu'on parle du spot du Super Bowl. Si vous êtes comme moi, le sport ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, mais le Super Bowl c'est l'un des événements les plus visionnés en Amérique. Et à la mi-temps, les studios de cinéma ont l'habitude de balancer des spots de 30 secondes pour les blockbusters de l'été sur lesquels ils comptent le plus. L'opération est importante parce qu'un créneau de diffusion coûte en 2026 8 millions de dollars pour 30 secondes de pub. On savait que Star Wars y serait, et on s'attendait comme d'habitude à une petite bande-annonce avec de nouvelles images. Et non, à la place on a eu droit à une parodie de pub du Super Bowl avec la voix off de l'acteur Sam Elliott, parce que pourquoi pas, qui récite des banalités sur un lien toujours plus dur à briser. C'est un peu drôle parce que si on ferme les yeux, on jurerait qu'il pitch une bagnole ou une bière, mais à la place, on nous parle de la relation privilégiée entre Din Djarin et Grogu. Mais c'est tout en fait. Le backlash sur les réseaux sociaux a été assez rapide. C'est nul! Et a surtout reflété la confusion qui entoure la promo du film. Parce qu'il a carrément fallu que Jackson George, le vice-président de la création marketing chez Disney, défende le bousin avec un communiqué joyeusement lunaire que je vais vous lire. Grogu est plus qu'un personnage. C'est un phénomène de la pop culture. Chevauchant à côté de l'héroïque Mandalorien, il apporte de la légèreté, de l'humour, de la joie et une connexion émotionnelle immédiate qui transcende le moment. Le Big Game Spot célèbre la profondeur avec laquelle on aime et se connecte à ces personnages. Il nous rappelle le fun, le cœur et le spectacle qui définit Star Wars et nous offre une petite promesse de l'expérience que le public aura quand il verra à l'écran ces deux icônes. Alors je suis sûr que ça a été écrit par ChatGPT, mais ça confirme ce qu'il cherche vraiment. L'ancrage pour attirer le spectateur, c'est la relation père-fils de substitution entre le Mandalorien et Grogu. Mais encore une fois, ça risque de pas être suffisant pour assurer un gros succès. Mais en réalité, même Disney semble avoir perdu la foi. Son PDG Bob Iger vient de prendre sa retraite. Et dans un long papier de Variety, il a été question de son successeur, Josh D'Amaro, qui, en bon patron, vient de poser ses couilles en virant plein de gens, mais c'est un autre débat. Dans l'article de Variety, il est question de ce dont il l'hérite, et le revival de Star Wars en fait partie, et comme le dit Variety, The Mandalorian and Grogu et sa promotion foireuse inquiètent un peu le studio, au point où il mettrait plus d'espoir dans le retour en force de la franchise en 2027 avec la sortie de Star Wars Starfighter.
le film avec Ryan Gosling, et qui est donc réalisé par Shawn Levy, vous savez, le génial auteur de La Nuit au musée, de Free Guy, d'Adam à travers le temps et de Deadpool 3. Bon, je suis un peu méchant, parce qu'il peut s'avérer être un technicien relativement efficace, mais bon, crachez autant que vous voulez sur Abrams, Gareth Edwards ou Ryan Johnson, mais c'est des mecs qui ont une patte quand même. Quand on sait que Steven Soderbergh a failli réaliser un film sur Kylo Ren, ça fait un peu mal au cul de savoir que Shawn Levy représente le nouvel espoir de Star Wars. Alors vous pourrez évidemment me ressortir ce clip dans un an si je trouve le film génial. Encore une fois, le budget de The Mandalorian and Grogu devrait lui permettre d'éviter la catastrophe. Et si le bouche à oreille est bon, il pourrait même être une belle surprise. Mais il représente plus que ça. C'est le retour de Star Wars au cinéma, dans un été où des mastodontes plus sereins, comme Spider-Man ou Toy Story, vont débarquer. À travers lui, la franchise doit refaire ses preuves. Les estimations sont toujours à prendre avec des pincettes, mais pour le moment, The Mandalorian and Grogu pourrait démarrer sur le sol américain avec 90 ou 100 millions de dollars sur son premier week-end. Ce serait au-dessus des 84 millions de Solo, mais c'est pas une grande victoire non plus, surtout comparé aux 247 millions du Réveil de la Force, ou même des 155 millions de Rogue One. Et je suis tombé sur un autre signal pas bien folichon, même s'il est à relativiser. Fandango, le plus gros site américain de réservation de tickets de cinéma, a fait un sondage auprès de 6000 acheteurs de sa plateforme pour savoir quel film ils comptaient voir cet été. Le panel est restreint, mais on constatera quand même que The Mandalorian and Grogu n'est pas dans le top 10. Aïe aïe aïe. Quoi qu'on en pense, il est clair que la marque Star Wars doit regagner une confiance perdue. Et c'est sans doute là que les critiques de The Mandalorian and Grogu vont avoir un rôle à jouer. Si c'est encore une déception, ça pourra lui porter préjudice. Et ça voudrait dire que tous nos espoirs sont entre les mains de Shawn Levy. Que la force soit avec lui. Heureusement, on peut toujours revisiter du Star Wars qui nous faisait kiffer, et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la course de pod de la menace fantôme, et je vous dis à la prochaine. Ciao!